beaucoup de CGP qui globalement ne comprennent pas vraiment ce qu'ils vendent. Et sur YouTube, on ne peut pas mentir. Sur LinkedIn, c'est facile de mentir. C'est facile de, en tout cas, se faire passer pour un expert. Après, pour les sujets de gestion de patrimoine, je pense que le meilleur tip, c'est en gros, prenez les 10 questions de vos prospects les plus fréquentes et faites-en des vidéos et basta, quoi. Et voilà, je pense qu'on a certains exemples en tête, tous, qu'on a vu faire des collectes impressionnantes en restant seul. C'était pas possible il y a 20 ans, ça l'est aujourd'hui parce qu'on met les choses en place et qu'il y a notamment ces automatisations qui peuvent être mises en place. Potentiellement, certains professionnels sont moins compétents que les clients eux-mêmes et donc les clients ont aussi besoin juste comme preuve de confiance et d'expérience, d'expertise, d'avoir un sparring partner qui est prêt à les challenger. Ouais. Salut Louis. Salut Florian, tu vas bien? Ça va et toi? Merci pour l'invite, plaisir d'être là. Bah écoute, plaisir merci. de partager ce micro. Merci beaucoup d'être venu. Je suis super content que tu sois là. Moi, je t'ai découvert sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram. Je t'ai vite follow de partout parce que j'ai trouvé que ce que tu disais, à qui tu le disais, comment tu le disais était passionnant. Et je suis content que tu puisses venir nous en parler quelques minutes ici. Je pense que personne ne parlera de toi mieux que toi-même. Donc, je te laisse te présenter sur ton parcours et ce que tu fais en ce moment. Yes, bah du coup, je m'appelle Louis Chenevaux, sur les réseaux Insta notamment et YouTube un peu aussi. C'est Louis Nasto. Nasto, bref, c'était un ancien nom que j'ai hérité, qui est une contraction en fait un peu plus simple à retenir que Chenevaux. Mais bon, c'est bien Louis Chenevaux, mon prénom et mon nom. J'ai 23 ans. J'ai un parcours académique assez classique en gestion de patrimoine. J'ai été diplômé du Master 2 en gestion de patrimoine de Paris-Dauphine et j'ai fait 2 ans d'alternance dans la banque privée Autingre en tant que gérant privé junior. J'ai eu la chance d'avoir d'excellentes équipes, beaucoup de très beaux clients, beaucoup de responsabilités, une grande autonomie. Grosse bise à Marion et Maxime s'ils passent par là. Donc j'ai fait mes armes là-bas. J'ai vraiment adoré ce métier. Le seul petit point faible, c'était que je parlais à des personnes qui avaient des gros patrimoines, mais des cheveux un peu gris. Et je voulais m'attarder plutôt et conseiller plutôt des jeunes entrepreneurs, ou en tout cas des personnes qui me ressemblaient un peu plus. Et donc, au fruit de mes 2 années de réseaux sociaux, donc j'ai publié beaucoup de contenu sur les réseaux en parallèle de l'alternance pendant 2 ans. Et là, du coup, j'ai décidé de quitter la banque pour me lancer à 100% en indépendant dans le secteur de la gestion de patrimoine. On y viendra peut-être un peu plus après en détail. Mais voilà, globalement, je suis un acteur de la next-gen patrimoine, comme tu les apprécies. Et j'essaie de graviter dans ce milieu-là en apportant ma touche et ma vision à ce milieu un peu poussiéreux parfois. Super. Moi, j'ai trouvé que tu étais un bon représentant de la Next Gen parce que tu cumulais à la fois les études en gestion de patrimoine qui sont super traditionnelles dans une banque qui est super traditionnelle. Et à côté, je te voyais faire du contenu qui était un peu plus clivant, qui était un peu plus original. Et ça m'a vraiment marqué. Euh, Pourquoi tu t'es dit je vais créer du contenu? C'est vraiment pour aller toucher cette cible plus jeune? Ouais, j'ai vraiment voulu créer du contenu qui me ressemblait. Et en fait, tu parlais du fait que j'étais un peu académique et un peu contenu très jeune, très piquant parfois, qui marche en fait sur les réseaux. Parce que je suis formaté par ce que je connais et ce que je regarde toute la journée. Donc en fait, ma journée, c'était 50% de monde professionnel académique à la banque, 50% de vidéos make money américaines, podcasts de grands entrepreneurs américains qui ont vraiment façonné un peu les esprits de notre génération. Donc vraiment, j'ai essayé d'allier les deux, qui est en fait juste moi, hein, de faire du contenu authentique, en parlant aux jeunes entrepreneurs, comme n'importe quel entrepreneur pourrait leur parler sur les réseaux, plus dans la catégorie make money et autres. Mais donc voilà, j'ai voulu allier les deux mondes, monde professionnel, monde plus des réseaux, infoproduits, etc. Et en fait, j'ai adoré partager ma vie, mon expérience. J'ai commencé à parler de mon parcours en banque privée. Ça a intéressé beaucoup de monde. Au début, des jeunes étudiants et plus ça allait, plus ça intéresse aussi des jeunes entrepreneurs parce que je partageais des conseils gratuits pour les aider à gérer leur patrimoine vraiment au sens large. Et donc, voilà, le chemin a fait sa route et maintenant on en est là où je me lance en indépendant à 100% pour les conseiller eux uniquement. Donc ouais, j'ai adoré le contenu et c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui, peut-être devant toi autour de ce micro. Donc, Ouais. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ces termes, le make money online, c'est vraiment un sujet aux US qui est super prégnant et qui est bien arrivé en France. Et on a plein d'influenceurs sur le sujet en France, qui est comment devenir entrepreneur avec des différences de niveau qui sont parfois énormes. C'est-à-dire que ça va de l'ancien dropshipper, je ne sais pas ce que c'est l'équivalent du dropshipper en 2025, mais ça va du dropshipper à... au coach de coach, à l'infopreneur,
voilà, aux e-commerçants, tous ces business en ligne en fait. En fait, je pense qu'il faut vraiment, si on veut dire les termes un peu plus simplement pour que tout le monde comprenne, j'ai voulu apporter les codes du business en ligne, donc des nouveaux business, les choses qu'on peut faire vraiment en full online digital, qui sont en fait 99% des business que les jeunes aujourd'hui lancent. Et quand je dis jeunes, je parle vraiment de personnes entre 20 et 35 ans. Et j'ai voulu voilà, apporter les codes de ce monde-là au monde corporate, banque privée, gestion de patte, et inversement. La connaissance du monde corporate à ce monde-là qui est rempli de personnes qui n'ont pas forcément des expertises très pointues dans certains domaines et qui font juste du contenu assez divertissant, assez make money, très large, très retail. Et j'ai voulu apporter un peu plus de contenu niché spécialisé sur un secteur qui est l'AGP, quoi. Toi, quand tu commences de créer du contenu, tu te dis, je vais aller chercher des jeunes Ouais. sur le sujet de la gestion de patrimoine. Ouais, direct, parce que je voyais qu'il y avait un besoin, le même besoin auquel moi j'aurais été confronté si j'allais fast forward 2 ans. Tu vois, je savais que j'allais lancer ma boîte quoi qu'il arrive. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai jamais voulu être banquier privé ou gestionnaire de patrimoine. Je me suis intéressé à la gestion de patrimoine pour apprendre des compétences qui m'allaient être utiles quand je serai entrepreneur et que je ferai de l'argent, voilà, en toute inhumilité, hein, que les gens, que les Français m'écoutent bien. Et donc en fait, je voulais avoir ces compétences-là. J'ai juste décidé au final d'entreprendre dans ce milieu-là plutôt que d'entreprendre dans un autre domaine. Mais ouais, j'ai voulu entreprendre d'abord. Et j'avais ces compétences et cette expertise, cette vision sur le marché que peu avaient en tout cas, et que peu ont encore, je pense, pour servir au mieux les jeunes entrepreneurs qui ont des besoins particuliers. En tout cas, la vraie compétence que tu as développée, parce qu'en plus, tu m'avais dit qu'il y avait un certain nombre de CGP qui te demandaient des conseils sur la création de contenu, etc. La vraie compétence que tu as développée Ouais. au fil des dernières années, c'est cette compétence de création de contenu. Tu fais tous les réseaux, tu as commencé par lequel Lequel est-ce que tu aimes le mieux? Mais j'ai commencé par Instagram à faire des réels, donc des vidéos d'une minute short, là, courtes, que je publiais aussi en parallèle sur TikTok et YouTube Shorts. Très vite, je me suis mis aussi à faire des vidéos YouTube longues. J'en sortais une par semaine et j'en faisais des shorts pour les sortir sur les réseaux, donc Instagram, YouTube Shorts et TikTok. En gros, je faisais une vidéo longue par semaine sur YouTube que je coupais en 7 shorts que je balançais tous les jours sur les réseaux. Et en fait, j'ai continué. LinkedIn, je me suis mis assez tard pour plein de raisons autres, mais je me suis mis assez tard. Et voilà, aujourd'hui, j'aime beaucoup Instagram parce que c'est vraiment mon réseau de cœur. Et à la différence de ce que certains peuvent penser, il y a vraiment tous les clients, type de banque privée, de gestionnaire de patrimoine, tout le monde est sur Instagram aujourd'hui en fait. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils le comprendront peut-être un peu trop tard. Mais quand j'entends, pour faire un petit shout-out à Valentin Kretz de l'agence, je pense qu'on connaît tous l'agence immobilière, la fameuse sur Netflix. Quand Valentin Kretz, un des fils du coup de l'agence, dit que 20% de son trafic vient d'Instagram, bon, et c'est des baraques à 10, 20, 30 millions, je pense qu'il n'y a pas trop de, voilà, il y a pas trop de raison de ne pas se lancer sur Instagram par peur de ne pas avoir des clients là-dessus, quoi. Alors, un peu plus loin que Valentin Kretz, il y a aussi Ryan Servant aux US, qui est l'inspiration, on va dire, des Kretz, Ouais. qui lui a 2 millions d'abonnés sur Instagram. Je ne sais même pas s'il est sur LinkedIn. Je pense pas. Je pense pas non plus. Qui a 2 millions d'abonnés sur Insta et qui est en train de monter un des plus gros brokers new-yorkais. Bon, alors, il y a un peu de marge, mais en tout cas, avec une croissance qui est très forte. Ouais. Presque 100% sur son Instagram au début. Et d'ailleurs, quand on regarde la série, on se rend compte que la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit à toutes les personnes qui viennent bosser pour lui qu'ils doivent monter des comptes Instagram le plus vite possible. Ce qu'on appelle des media-led compagnies aujourd'hui, un peu. Ce que fait le Crayon, ce que font plein d'autres boîtes, on peut en citer plein, mais voilà. C'est Sûrement Next Gen Patrimoine également. sur mon Next Gen Patrimoine, potentiellement, si on est là aujourd'hui. Super intéressant, mais du coup, moi j'ai envie de prendre le parti un peu de tous les CGP qui nous écoutent, qui font bien leur métier depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui ont envie de se faciliter un peu l'acquisition de leads, l'acquisition client, parce qu'on sait que c'est quand même assez cassé comme on va dire, façon d'acquérir du prospect, du client. Si demain ils veulent se lancer sur un réseau, toi tu leur recommandes lequel? YouTube. YouTube, pourquoi? Oui, parce que j'ai dit que mon réseau de cœur c'était Instagram, mais j'ai quand même fait énormément de vidéos sur YouTube, ce que j'appelais des value assets. En gros, c'est des vidéos de 45 minutes, 1h30 c'est des formations gratuites en gestion de patrimoine sur tous les grands sujets. J'en ai fait plein, ça a ramené énormément de traction. Faut pas regarder le nombre de vues, faut regarder le nombre de leads potentiels et le nombre de gens qui te contactent suite à ça et la qualité du prospect entre guillemets qui te contacte. C'est vraiment une niche incroyable et il faudrait vraiment que les CGP se lancent sur YouTube. Entre nous, je sais très bien pourquoi ils le font pas. Parce que beaucoup n'ont pas les compétences et non seulement médiatiques mais aussi parfois techniques parce qu'en fait on se rend compte aussi que et c'est pas le cas de tout le monde mais qu'il y a beaucoup de CGP qui globalement ne comprennent pas vraiment ce qu'ils vendent et sur YouTube on ne peut pas mentir. Sur LinkedIn c'est facile de mentir, c'est facile de en tout cas se faire passer pour un expert sans en être un. Sur YouTube quand tu as 45 minutes de vidéo sans cut où tu parles à la caméra droit, il y a rien, t'as pas de script et juste tu parles de connaissances que tu as.
Non seulement il faut des compétences de prise de parole en public, ce que je me fais pas trop de soucis pour les CGP qui nous écoutent, mais il faut aussi des compétences techniques de pédagogie et de transparence. Et on ne peut pas rendre un contenu technique très lisible et intelligible pour des clients non avertis si on ne comprend pas vraiment en profondeur ce de quoi on parle. Donc je Donc dirais tu que c'est penses ça. que YouTube, ça a un unfair advantage Ouais. pour les bons CGP. C'est-à-dire que le bon CGP, il sera bon sur YouTube assez naturellement. Ouais, en tout cas, effectivement, il y a quand même des compétences plutôt d'être prêt à se mettre devant la caméra. Mhm. Mais en vrai, c'est pas, c'est pas le gros de la compétence à avoir, je trouve. Parce que bon, il me pose une caméra, un iPhone. Aujourd'hui, moi, je filme à l'iPhone. Hein. J'ai pas de caméra, j'ai pas de micro, j'ai pas de. Un iPhone, un ordi, et je parle de mon sujet. Je pense que n'importe quel CGP pourrait le faire aujourd'hui, si tant est qu'il en ait l'envie et les compétences. Après, Et oui, c'est clairement un advantage. Ouais, ouais. sur une génération qui était là avant les réseaux, il y a aussi ce sujet de se montrer, parce que je trouve que c'est une forme de mise à nu, de mise en danger aussi. Carrément. Et je peux comprendre, tu vois, que ces gens-là, ces hommes et ces femmes, ils n'aient pas forcément envie de se lancer s'ils en ont pas besoin. Mais en tout cas, pour ceux qui en ont besoin et qui sont bons, tu penses que Ouais. aller faire des 40 minutes sur YouTube, c'est le bon modèle. De mon expérience, ouais. Ouais, ouais, c'est carrément le bon modèle. Ok, tu m'as parlé de... J'ai fait des vidéos sur un peu tous les grands sujets. Ouais. Comment tu les as choisis, ces sujets? Comment tu t'es dit, bah, je vais faire sur ça, ça va marcher, etc. Je parlais à plein de potes entrepreneurs qui me posaient des questions toute la journée, comme ça, hein, sur ok, je compte me marier potentiellement dans 2 ans avec ma copine, quel contrat de mariage choisir? Ok, bon bah ok, on va faire une vidéo entière sur les contrats de mariage en prenant l'exemple de Bernard Tapie, en prenant des exemples qui parlent un peu à tous ceux qui peuvent écouter et montrer des conséquences pratiques de choisir ce contrat de mariage, quelles conséquences ça peut avoir sur son patrimoine, sur sa transmission, etc. Ça peut être, ok, je veux investir en bourse, on m'a dit que les ETF c'était incroyable, pourtant toutes les banques privées elles me vendent des OPCVM actions US. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mieux des ETF? Ok, bon, on va faire une formation, pardon, une vidéo, une value assets complet sur le sujet en comparant avec l'étude Spieva, avec plein d'autres études, il n'y a pas que celle-là, tout ça et démêler un peu le vrai du faux. Plein de sujets comme ça. Transmission, succession, création de société, optimisation. Ouais. Super Fiscalité intéressant. de l'immobilier aussi, beaucoup. Et quand tu crées du contenu comme ça, tu utilises l'IA ou pas? Non. J'ai jamais utilisé l'IA pour mes contenus. J'ai utilisé beaucoup l'IA pour la distrib, pour. En fait, j'utilise beaucoup l'IA maintenant. Je l'utilisais pas trop pour mes contenus YouTube à l'époque. Aujourd'hui, je l'utilise beaucoup pour mes posts LinkedIn, pour Je l'utilise comme sparring partner sur des sujets. Mais après, pour les sujets de gestion de patrimoine, je pense que le meilleur tip, c'est en gros, prenez les 10 questions de vos prospects les plus fréquentes et faites-en des vidéos et basta, quoi. Et tu penses que demain, un CGP qui veut se lancer, qui est pas très à l'aise avec le sujet, qui a envie d'être un peu aidé, etc., l'IA peut être une bonne aide et peut lui permettre de poser des bonnes bases ou... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais l'IA, il faut absolument l'utiliser. C'est vrai que moi, quand j'ai lancé quand même YouTube il y a 1 an et demi, l'IA, elle avait, enfin même il y a 2 ans, l'IA, elle avait, enfin ChatGPT, on était à 3,5 ou 4. Voilà, c'était quand même pas les mêmes compétences. Et puis, les sujets étaient assez évidents et obvious pour moi pour en parler. Et je préférais creuser après de mon côté parce que l'IA n'était pas encore très performante pour ces sujets-là bien précis à l'époque. Elle a toujours des lacunes aujourd'hui, mais elle est quand même meilleure qu'avant. Mais oui, aujourd'hui, l'IA est hyper importante et je l'utiliserai de plus en plus. Ouais. Ok. Tout à l'heure, tu me parlais d'un concept que j'ai bien aimé parce que moi, j'utilise le même sur LinkedIn avec mes clients, etc. Qui est de dire, bah, en fait, c'est super pour votre ego, pour votre hubris de faire 3000 vues, 10 000 vues, 20 000 vues. Ce qui est important, c'est combien de business ça va vous rapporter. Aux US, ils ont un baromètre qui est intéressant parce qu'ils mettent d'un côté un tableau sur quels sont les canaux d'acquisition qui rapportent le plus de clients ou qui ont le plus gros taux de Ouais. réussite. Et de l'autre côté, ils ont un tableau sur quel canal d'acquisition m'apporte des clients valuables, c'est-à-dire qui apportent le plus de valeur. Donc, en premier, celui qui me rapporte 10 000 dollars par an et en dernier, celui qui me rapporte 500 dollars par an. Et donc, ils croisent ces données-là pour dire, bon, bah, je devrais mettre Focus. plus de focus sur l'un, plus de focus sur l'autre. Et je me disais, moi, j'aime bien faire des posts LinkedIn parce que c'est le réseau que je connais le mieux, qui convertissent et qui vont ramener du lead. Est-ce que toi, tu as des techniques pour dans tes contenus avoir plus de leads, c'est-à-dire moins de vues passives et que les gens ils viennent à toi pour te demander des conseils, etc. Ouais. 3 choses. Être très pédagogique, je sais pas jamais comment on dit, mais voilà, rendre pédagogique la chose, la rendre claire, lisible, intelligible pour des néophytes. 2, être très authentique et le plus naturel possible.
Vraiment être soi-même, essayer de faire le moins de code possible parce qu'en fait, bah, on est tous humains, on bégaye tous. Et si on lit un script, ça fait un peu moins naturel, on croit peut-être moins en ce que dit la personne. Et 3, vraiment apporter de la réelle valeur, c'est-à-dire ne pas se limiter à ce qu'on peut trouver en faisant 2 recherches Google. Enfin, moi, je pense que pourquoi mes contenus ont bien marché sur YouTube, et c'est parce que, et c'est pas moi qui le dis, c'est les retours que j'ai, les gens n'ont jamais vu ça sur YouTube, en français, tu vois, en tout cas, franchement, ouais, j'attends de voir des contenus qui, en tout cas, vont aussi loin dans les sujets que j'ai voulu traiter. Et c'est pas, voilà, c'est juste que c'est pas que j'étais le seul à avoir ces connaissances, loin de là, je suis loin d'être l'expert de quelconque de ces sujets en France, hein. Il y a des gens bien plus expérimentés que moi, mais c'est juste que je suis peut-être un des rares à l'avoir divulgué au plus grand nombre en essayant de le rendre avec les 3 points, donc le divulguer au plus grand nombre de la vraie valeur, être authentique et naturel sans cut, et vraiment essayer d'être pédagogue au maximum, quoi. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, je tiens déjà à passer un message, hein, les vidéos YouTube SCI à l'IR ou SCI à l'IS, comme les posts LinkedIn sur le sujet, on n'en peut plus. Arrêtez. Voilà. Voilà, il Par faut. exemple, très bon exemple de faire du contenu qu'on pense être apporter de la valeur, mais pas tant que ça finalement. Parce que c'est un contenu qui a déjà été Ouais. beaucoup vu. C'est un contenu qui est assez. Mais tu sais quoi, je vais même te challenger. Je pourrais très bien faire demain un value asset de 45 minutes, 1h30 sur SCLIR versus SCLIS. Et je pourrais même en faire une série de 10 vidéos d'1 heure. La différence, c'est pas le sujet, c'est à quel point tu vas loin dedans et à quel point tu mets de la granularité. Parce que SCLIR, SCLIS, ça y est, enfin, je veux dire, ça dépend du cas, ça dépend du client, ça dépend du projet, c'est du cas par cas, c'est du sur-mesure. Donc évidemment qu'on peut pas donner des conseils génériques à tout le monde qui écoute la vidéo, même si on fait une vidéo d'1h30, mais quand même, on peut donner des bribes de réflexion un peu plus intéressantes que 4 lignes sur OK, mais une SCLIR, on peut pas faire de location meublée. Enfin, voilà, on peut aller un peu plus loin dans chaque sujet, on peut aller toujours plus loin en fait. super intéressant. Et tout ce contenu, ça t'a apporté évidemment une forme de communauté, des jeunes, des moins jeunes. Il y a le premier sujet que je veux aborder, c'est tous les jeunes qui travaillent dans la gestion de patrimoine ou assimilés dans ce secteur-là, qui viennent te voir. Ils t'expliquent un peu quel est leur métier, pourquoi ils le font, ce qu'ils attendent de ce métier, ce qu'ils attendent comme changement. Est-ce qu'il y a des trucs très prégnants que tu as vus où tu dis, waouh, ça va changer, ou ça doit changer si on veut attirer les meilleurs, si on veut attirer des jeunes? Ouais, donc comment les nouveaux gestionnaires de patrimoine peuvent attirer les nouvelles clientèles, Ouais, globalement? ou même dans les CGP, dans les jeunes CGP, Ouais. qu'est-ce qui va changer? C'est quoi les nouvelles Ok. habitudes? C'est quoi les nouvelles ambitions? Une présence très 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 forte en ligne, réseaux sociaux. Un parcours client qui est quand même assez fluidifié, même si j'avoue que en fait, le client n'a pas vraiment besoin de technologie, en tout cas de ce que j'ai besoin, de ma vision, pardon. J'ai l'impression que le client n'a pas tant besoin de technologie ou d'une interface vraiment digitale comme on pourrait le penser et comme et comme toutes les fintechs ont établi leur postulat de dire vraiment le client a besoin d'une UX ou d'une UI, enfin vraiment un parcours client très digitalisé. Finalement, peut-être pas. Ils ont besoin de réactivité, de clarté et de transparence et d'une présence en ligne, sinon ils ne te connaissent pas. Donc, ouais, trois choses quand même assez faciles au final à mettre en place, mais c'est juste mettre le focus là où il faut, je pense. Est-ce que tu trouves que sur les jeunes générations, il y a plus d'automatisation dans les process Ouais. Ouais, ok. oui, oui, carrément, bien sûr. Ouais, ouais. Disons que bah, beaucoup de CGP un peu voilà, de l'ancienne génération, si je puis dire, ou en tout cas qui ont construit ce business-là, qui font un peu tout à la mano, qui sont souvent seuls d'ailleurs dans leur business, qui n'ont pas forcément d'assistante ou à la limite une assistante, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA, avec des N8N, des automatisations, tout ce qu'on peut faire, on peut rendre des process vraiment assez rapides, fluidifiés, et du coup supporter un amas de clients beaucoup plus significatif tout en restant seul. Et voilà, je pense qu'on a certains exemples en tête tous qu'on a vu faire des collectes impressionnantes en restant seul. C'était pas possible il y a 20 ans, ça l'est aujourd'hui parce qu'on met les choses en place et qu'il y a notamment ces automatisations qui peuvent être mises en place, plus les réseaux. Aujourd'hui, tu es allé plus loin et tu as créé une communauté sur School. Alors, School, c'est un outil en ligne qui permet de gérer des communautés. Euh, Comment est-ce que tu es allé dans ce sens-là? Enfin, pourquoi tu es allé sur un sujet de communauté plutôt de l'entrepreneuriat plus traditionnel, on va dire? Bah, en fait, c'était la suite logique de mes réseaux sociaux. Disons que sur les réseaux, on a facilement une audience, donc des gens qui écoutent une personne. Et moi, j'ai voulu créer une communauté où en fait, tous les membres de cette audience peuvent finalement aussi communiquer entre eux. Parce qu'ils se ressemblent au final un peu tous, vu que je parle à des jeunes entrepreneurs. Globalement, c'est tous des jeunes entrepreneurs. Et donc, je me suis dit, OK, pour aller plus loin, bah, autant créer une communauté justement sur School, que j'ai appelé le Club du Patrimoine, où juste je me suis dit, bah, en plus de nous, nos conseils qu'on va pouvoir donner à ces membres-là, alors la communauté est gratuite, mais l'idée, c'est un peu de dire, voilà, j'ai peut-être, je sais pas, j'ai des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux, on est 350 entrepreneurs sur la communauté.
Donc c'est quand même l'idée, c'est de rendre le truc un peu plus convivial, en tout cas, pas à huis clos, mais bon, je perds mes mots, mais en tout cas le rendre un peu plus confiné, restreint, pour rendre des échanges un peu plus privilégiés. Et voilà, l'idée c'était juste de créer une communauté où les membres peuvent aussi échanger entre eux, potentiellement faire du business entre eux, potentiellement se donner des conseils aussi, parce qu'on peut avoir une expertise mais pas d'expérience. Je dis une bêtise, en fait, je peux très bien donner la théorie sur comment aller investir pour son premier achat IMO pour sa RP. Mon expertise, c'est bien, mais avoir l'expérience d'autres membres qui ont acheté leur RP auprès de certaines banques qui avaient peut-être les mêmes montages holding qu'eux, qui ont peut-être été confrontés aux mêmes questions du banquier qu'eux, bah voilà, on va en tout cas tirer parti et tirer profit de l'expérience d'autres membres qui nous ressemblent, c'est intéressant. Donc voilà, c'est un peu la suite logique des réseaux. Super intéressant. Et ça, c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué tous les deux déjà, mais tu as décidé de pas être SIF Ouais. dans cette démarche-là, de dire, toi, tu veux pas faire de conseil financier pour l'instant. Ouais. Moi, Pour l'instant, j'ai bien dit. Pour l'instant, c'est voilà, peut-être que ce podcast vieillira mal, mais pour l'instant, je ne veux pas faire de conseils. J'en fais pas d'ailleurs. Je fais pas de conseils en investissement. J'ai créé une société de conseil qui s'appelle MSC Conseil. Je l'ai cofondée avec un associé et on fait du conseil principalement en stratégie sur les entrepreneurs et on fait un peu de conseil aussi fiscal dans la limite de ce qu'on a le droit de faire, sachant que tout le reste après est évidemment de l'apport d'affaires auprès d'avocats, d'experts comptables, de professions réglementées. Mais donc pour l'instant, on ne fait pas de conseil en investissement. Et si demain on est amené à en faire, on deviendra SIF forcément parce qu'il faut l'être. Mais c'est vrai que la tentation de ne pas l'être est de plus en plus grande pour ceux qui nous écoutent peut-être. Parce qu'en fait, on est à un point où globalement être SIF, ça ne fait pas de nous quelqu'un de compétent. Avoir le statut et l'agrément SIF, ça ne veut rien dire. Deuxièmement, c'est très facile à avoir, entre guillemets, il n'y a pas de barrière à l'entrée, si ce n'est juste 6 mois qui nous répondent et qu'ils acceptent les agréments, que l'ORIAS répondent. Et troisième problématique de cette chose-là, c'est que ça amène un lot de complexité réglementaire énorme, stratosphérique, qui est difficilement supportable par la plupart des jeunes qui veulent juste conseiller dans les grandes lignes les jeunes entrepreneurs dans l'investissement financier. Moi, je trouve que quand même la barrière est très fine entre le conseil personnalisé et les recommandations globales d'investissement. Si demain je suis amené à être SIF, il faudra double down en gros et aller vraiment au fond du problème et donc devenir SIF et faire du vrai conseil en investissement parce que c'est comme ça qu'on fait du sur-mesure. Mais je peux comprendre que certains ne veulent pas l'être. Ouais. Toi, tu le sens auprès des jeunes que tu vois, enfin des autres jeunes que tu vois, que c'est une tendance de fond Ouais. de ne plus vouloir être SIF et donc de ne plus faire de conseil en investissement parce que on va exclure du champ de notre discussion tous ceux qui font du conseil en investissement déguisé et qui ne sont pas SIF. Voilà, non mais On va dire qu'ils font. Eux, eux ils devraient l'être, justifie fraude. Voilà, ils nous intéressent pas trop. Voilà. Je parle vraiment de ceux qui n'ont pas envie Ouais. d'en faire, qui ont envie. Moi, j'ai vu un truc émerger, tu vois, c'est sur les sujets de coaching. Il y a pas mal de monde qui veulent juste plutôt faire du coaching. Alors, ça peut paraître un peu lointain quand on quand on est SIF ou quand on a un CGP traditionnel, mais je vois un certain nombre d'acteurs qui disent, moi, je veux juste coacher financièrement, en finance personnelle. Toi, tu le vois aussi, Ouais. tu sens que c'est une vraie tendance? Carrément, je pense qu'être le sparring partner d'investisseurs aujourd'hui, c'est une position qui est de plus en plus mainstream, entre guillemets, qui est de plus en plus courante, pardon, et qui séduit de plus en plus et de clients et d'entrepreneurs du domaine, de gestionnaires de patrimoine, entre guillemets, mais donc qui ne sont pas agréés. Ouais, clairement. Et c'est un vrai besoin, en fait. C'est-à-dire que l'accès à l'information est tellement fluidifié aujourd'hui. Donc, tous les jeunes entrepreneurs connaissent les ETF, les OPCVM, les SCPI. On ne va pas apprendre ça aux jeunes entrepreneurs. En tout cas, pas ceux qui veulent vraiment passer à l'acte, investir, etc. Ils sont au courant de tout ça. Par contre, ils ont besoin d'être challengés quand même. Ils ont besoin d'avoir du répondant. Et ChatGPT n'est peut-être pas assez bon pour ça. Pour l'instant, peut-être en tout cas. Mais ils ont besoin de quelqu'un de plus expérimenté qui peut les coacher, les challenger sur des sujets d'investissement. Mais on voit aujourd'hui une montée en compétences énorme des clients. Et c'est pour ça que je reviens juste au petit retour rapide au tout début où je disais la plupart des CGP ne sont pas compétents pour parler sur les réseaux de leur sujet. C'est tout simplement parce qu'on voit des clients qui sont parfois plus compétents que certains CGP aujourd'hui. Vraiment. Moi, je parle tous les jours à des jeunes entrepreneurs qui ont 30 ans, qui ont fait un exit et qui, globalement, sont très, très, très compétents, qui pourraient lancer demain leur CGP s'ils voulaient. Donc, on vient à un moment où potentiellement certains professionnels sont moins compétents que les clients eux-mêmes. Et donc, les clients ont aussi besoin, juste comme preuve de confiance et d'expérience, d'expertise, d'avoir un sparring partner qui est prêt à les challenger. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui pouvait se faire avant seulement dans le huis clos du bureau. On pouvait prouver son expertise, sa pédagogie. Et maintenant, on peut le faire sortir avec YouTube. Et je pense que c'est une bonne preuve de compétence et de pédagogie que de créer du contenu en ligne.
Tout à l'heure, tu nous as parlé rapidement de ta société de conseil. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu proposes, pourquoi, comment? Ouais. Moi, mon but, donc MSC Conseil, ça s'appelle Morel et Cheneveau Conseil. Voilà, c'est nos deux noms avec mon associé. On n'a pas fait compliqué. En gros, notre but, c'est de devenir l'interlocuteur de référence et l'interlocuteur unique de confiance des jeunes entrepreneurs. Jeunes entrepreneurs 20-35 ans, hein, on fait pas de. Voilà. Pour toutes les problématiques fiscales, juridiques, réglementaires, financières. En fait, tout ce qui ne touche pas à leur corps de métier en tant qu'entrepreneur. Je dis une bêtise, tu as une agence de marketing digital, tu es extrêmement bon en marketing digital, tu fais beaucoup d'argent, mais tu n'as ni l'envie, ni le temps, ni l'envie surtout de te pencher sur les sujets fiscaux, de montage, de structuration, d'expatriation potentiellement. Mais pourtant, tu as des objectifs et à ces objectifs, il faut amener des réponses réglementaires, juridiques, constructives, qui peuvent répondre à tes objectifs. Je dis une bêtise, tu es un entrepreneur dans le marketing digital, tu veux t'expatrier, tu as une société en France. Comment on fait? Est-ce que tu t'expatries? Est-ce que tu closes ta société, tu t'en crées une nouvelle? Est-ce que tu transfères le siège social? Est-ce que tu liquides? Est-ce que tu apportes à une société étrangère? Est-ce que tu... X, Y questions et auxquelles il faut répondre, sinon la personne ne peut pas s'expatrier. Donc c'est pour répondre aux objectifs du dirigeant, qui a donc des objectifs personnels et professionnels, en général intrinsèquement liés, il faut apporter des réponses fiscales, réglementaires, juridiques. Et donc nous, notre but, c'est de devenir cet interlocuteur de référence. On est assez bon sur l'acquisition de clients grâce aux réseaux sociaux. Je touche du bois. Donc on est assez bon là-dessus. En revanche, on est loin d'être les plus compétents dans tous ces sujets. Donc nous, notre but, c'est d'avoir plein de spécialistes en interne pour rediriger nos clients vers ces spécialistes-là sur chacun des sujets. Et la problématique aujourd'hui, c'est qu'un entrepreneur qui a 30 ans, il a une problématique fiscale, il ne sait pas à qui s'adresser. Les avocats fiscalistes, la plupart sont overbookés. Ils ne savent pas à qui appeler. Ils ont peur de se faire facturer 300 € de l'heure quand ils appellent un avocat fiscaliste. C'est ce qu'on me dit. Hein. Leur expert comptable, en général, ils ne donnent pas trop de conseils. Ou alors, ils font leur compta sur Dougs ou sur Legal Place ou sur peu importe. Mais donc, ils n'ont pas de conseils. Ils ont des tools extrêmement bons, mais pas de conseils. Globalement, pour faire très simple, on veut répondre à ce besoin de conseil qui a un vrai manque, un vrai besoin auprès des jeunes entrepreneurs pour plein de raisons possibles, enfin pour plein de raisons, mais notamment les raisons technologiques et les raisons, on va dire, d'accès à l'information qui sont fluidifiées. Mais voilà, les professionnels vieux jeux sont peut-être moins compétents et moins à même de répondre à ces clients-là. J'ai vu que François Hollande avait un ennemi, c'est la finance. Toi, tu as un ennemi, c'est la LLC aux US. C'est la LLC US, ouais. Ouais, c'est les sociétés offshore, en fait, globalement. Je fais un peu de conseil aussi dans tout ce qui est stratégie d'expatriation, pour remettre dans le contexte. Donc, on a un cabinet de conseil en France et à l'international, parce qu'aujourd'hui, la problématique de s'expatrier, c'est une option de plus en plus jeune pour tous les entrepreneurs. Avant, l'expatriation, c'était pour les retraités qui voulaient aller se la couler douce au Portugal. Maintenant, ça devient une possibilité pour n'importe quel jeune entrepreneur. J'en ai tous les jours, j'en avais encore ce matin à 23 ans, qui réfléchissait à s'expatrier. C'est une option. Et est-ce qu'on fait une holding en France ou est-ce qu'on fait une holding à Chypre? C'est une option. Donc pourquoi mon ennemi c'est la LLC US? En fait, mon ennemi c'est les sociétés offshore, parce qu'il y a énormément d'idées reçues qui circulent là-dessus sur Internet. Beaucoup de vendeurs de rêves vous vendent des sociétés offshore pour être à 0% d'impôt. En réalité, c'est juste qu'ils vous vendent de la fraude fiscale en barre. C'est un accès tout droit à la caisse prison. Mais personne ne le sait parce qu'il y a peu de gens qui ont les compétences d'avocats fiscalistes qui en parlent sur les réseaux. Alors, c'est peut-être un biais du survivant, mais moi, j'habite plus en France depuis un bout de temps maintenant. Et encore aujourd'hui, sur les groupes d'expatriés français de la ville où j'habite, on nous dit oui, il faut faire une LLC aux US. Et à chaque fois, ça me fait marrer parce que je pense à tes contenus maintenant. Donc tu pourras leur envoyer mon lien. je leur envoie tes vidéos déjà. Après, voilà, ça ne veut pas dire que dès qu'une personne a une LLC, elle fraude, etc. Bien sûr. Ce que je veux juste dire, et c'est d'ailleurs, je vous conseille des LLC dans certains montages. Il ne faut jamais être blanc ou noir, tout est gris, mais la LLC pour être à 0%, ça n'existe pas. Légalement, ça n'existe pas. Je trouve que tu es assez rafraîchissant dans la manière d'aborder le métier, etc. Si tu pouvais changer un truc ou voilà, avec ta boîte ou avec ton contenu, si tu pouvais changer quelque chose, tu changerais quoi dans ce monde-là? Alors, je pense que tu t'attends pas à la réponse, mais je changerais les directives données par les ordres des professions réglementées en France. Experts comptables, avocats, notaires, etc. etc. Pour parler à beaucoup de ces professionnels, être partenaire avec eux sur beaucoup de sujets, leur envoyer beaucoup de clients.
On voit les limites en fait qu'il y a à ces professions réglementées. Alors, la gestion de patrimoine n'est pas une profession réglementée. Être CIF l'est, mais on est quand même sur des professions qui sont beaucoup moins réglementées que expert comptable, beaucoup moins encore que avocat et encore moins que notaire. N'en parlons pas. Donc, je changerais, je ferais bouger un peu les lignes de ces professions-là. Un exemple tout bête, hein, mais aujourd'hui en France, un avocat, il doit être indépendant et exercer dans une société libérale. Donc en fait, il peut pas s'associer à une société commerciale. Tu ne peux pas l'employer, sinon il devient juriste, il perd son statut d'avocat. Tu ne peux pas faire de joint venture avec lui parce que sinon, pareil, il est plus indépendant, il a une activité commerciale, donc il est plus avocat. Et tu ne peux pas lui faire de l'apport d'affaires, ou en tout cas tu peux lui faire, mais il sera pas rémunéré. Donc on arrive quand même à un point où il y a beaucoup d'avocats qui n'ont pas de clients parce qu'ils sont pas bons sur les réseaux, ils sont pas bons dans les nouvelles technologies, dans les nouveaux moyens d'acquisition de clients, mais ils sont extrêmement compétents et extrêmement bons et bien meilleurs que moi sur tous ces sujets, vraiment techniques fiscaux. Et ils n'ont pas de clients aujourd'hui et on ne peut pas leur en apporter en alignant les intérêts économiques et business de chacun. Voilà. Est-ce que tu penses que un CGP qui le fait mal, est-ce qu'il peut aussi se cramer avec son contenu? Ou alors en le revisionnant, etc., a priori. Se faire cramer par qui? Non, bah, que le contenu Pour soit sa réputation, tu veux dire? Ouais, voilà, que. Pour sa réputation auprès des clients, oui, bah, il n'en tient qu'à lui de ne pas dire trop de conneries, mais bon, Ouais. ça c'est propre à chacun. Mais ce que je disais, c'est justement que nous, on n'a pas une profession, enfin les CIF n'ont pas une profession à ce point réglementée comme peuvent l'avoir les avocats. On n'a pas d'ordre des CIF, en tout cas pas à ma connaissance. C'est les assos qui font ce métier-là. Voilà, c'est une CGP, etc. Mais je veux dire, les directives sont quand même un peu plus simples. Hein. C'est moins strict qu'avocat et encore moins notaire. Hein. Je dirais qu'il peut il peut cramer sa réputation, entre guillemets. Il y a un risque réputationnel à dire des conneries sur les réseaux, ce qui est normal. Hein. Et d'ailleurs, il devrait y avoir un risque réputationnel à dire des conneries à ses clients tout court. Mais à part ça, ça m'étonnerait que la CNCGP vienne. Sinon, il y a beaucoup d'influenceurs qui seraient plus là aujourd'hui. Quoi. Auria CAMF peut-être aussi qui peuvent intervenir. Je pense pareil, tant que tu restes dans les règles de ne pas faire de conseil personnalisé sans avoir le client en tant que tel et sans être agréé. Et en fait, dès lors que tu es agréé, tu peux faire du conseil personnalisé. Après, oui, si tu fais un défaut de conseil, c'est encore une fois, c'est toi et ton expertise. Mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de. Pas à ma connaissance en tout cas, peut-être, mais je touche du bois, j'espère qu'il n'y en aura pas demain, mais de problématiques particulières à faire du contenu sur les réseaux quand on est CGP. Ouais, bien sûr, très clair. Du coup, tu conseillerais à une personne qui veut se lancer aujourd'hui, un jeune, tu vois, de ton âge, plus du mien malheureusement, qui veut se lancer en tant que CGP, tu lui conseilles quoi? De faire du contenu, d'abord d'aller affûter ses armes puis dans un grand cabinet peut-être, puis de faire du contenu, enfin, de faire les deux en parallèle. Qu'est-ce que tu recommanderais toi à quelqu'un? Tu t'es lancé il y a pas longtemps, Ouais. quelqu'un qui se lance demain et tu veux le meilleur pour lui, qu'est-ce que tu lui recommandes? Ouais. Ponce à mort ton aspect technique, vraiment deviens mais une brute en tout cas dans les domaines que tu vas aborder. Tu vois, je te demande pas tu peux pas être un expert de tout, hein, qu'on soit bien clair, mais au moins comprendre vraiment en profondeur quand même ce que tu vends au client, c'est quand même primordial. Et deuxièmement, être aligné avec, il y a 3 points. Deuxièmement, être aligné avec vraiment la clientèle, les besoins de cette clientèle. Donc faire beaucoup de contenu sur les réseaux. Et troisièmement, faire le tout en même temps. C'est-à-dire que faire du contenu sur les réseaux pour avoir des clients. Les clients vont te challenger. Tu apprends beaucoup plus en parlant à des clients potentiels sur Instagram qu'en te plongeant dans des livres ou dans le patrimonial ou que sais-je. Tu apprends vraiment beaucoup plus dans le côté pratico-pratique à faire justement le sparring partner avec des clients potentiels. Ouais. Ok, super intéressant. Est-ce que, voilà, il y a un dernier mot que tu voudrais dire, Alex Hussein. Nous, on est écouté plutôt par des CGP qui ont envie de faire les choses bien, d'être la nouvelle génération du patrimoine. Est-ce qu'il y a un message que tu veux leur faire passer? Ouais, tous ceux qui nous écoutent, qui sont des gestionnaires de patrimoine et qui veulent vraiment, comme tu l'as dit, faire les choses bien et s'adapter aux nouvelles générations, franchement, il faut qu'ils se lancent sur les réseaux, honnêtement. Ou en tout cas qu'ils aient une présence par X ou Y moyen sur les réseaux. Ça peut être comme toi via un média plutôt, ou en tout cas il y a un mouvement Next Gen Patrimoine, tu vois. Ça peut être... voilà, on n'est pas obligé de s'exposer à sa tête sur les réseaux, etc. Mais, même c'est quand même mieux à mon sens, de faire du personal branding, mais avoir une présence sur les réseaux, c'est obligatoire. Voilà, par X ou Y moyen. Et vraiment être bon dans ce qu'ils font. Vraiment s'assurer de ne pas vendre de la merde aux clients et s'assurer d'être transparent et aligné avec les intérêts de son client. Idéalement, être MiFID II indépendant. Sinon,
au moins être méga transparent sur les rétros FGA qu'on peut prendre. Les rétros, pour ceux qui connaissent, écoutent, comprennent, ils comprendront, pas besoin de vulgariser, mais au moins être franc sur les rétros FGA qu'ils prennent, être franc sur le fait qu'ils ne prennent pas de rétro des produits financiers sur lesquels ils investissent, ou en tout cas sinon rétribuer la majorité. Bref, être transparent. On n'a pas besoin d'être MiFID 2 indépendant à mon sens, mais on se doit d'être transparent. Voilà. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je pense que le message que tu as voulu faire passer, il est très clair. Créer du contenu sur les réseaux. Merci aussi pour tous les quelques tips que tu nous as donnés au début pour arriver à faire du bon contenu sur les réseaux. Et au plaisir de te retrouver sur tous tes réseaux à toi, où tu fais du contenu quotidiennement maintenant. Plaisir partagé. Merci beaucoup Florent pour l'invitation. Salut Louis. Ciao, ciao. À plus.